Les premières lueurs de l'aube perçaient à peine l'horizon brumeux quand Yves Moreau ajusta sa casquette de capitaine et sortit de sa cabine. Le chalutier Marie-Jeanne tanguait doucement sur les eaux grises de l'Atlantique, à 15 milles nautiques au large de Concarneau. L'air salé fouettait son visage buriné par 52 années de vie, dont 30 passées en mer. Ses bottes de caoutchouc claquaient sur le pont humide alors qu'il se dirigeait vers la timonerie, observant d'un œil expert les nuages noirs qui s'amoncelaient à l'ouest. « Capitaine, les prévisions météo annoncent du gros temps pour cet après-midi », lança Pierrick, son second, un homme trapu aux cheveux grisonnants qui travaillait avec lui depuis 15 ans. « On devrait peut-être rentrer plus tôt que prévu. » Yves hocha la tête en consultant les instruments de navigation. Le baromètre chutait rapidement, confirmant l'approche d'une dépression. Autour d'eux, l'équipage s'affairait déjà aux préparatifs de pêche. Jean-Baptiste, le plus jeune à 23 ans, vérifiait les filets avec l'énergie caractéristique de sa génération, tandis que les frères Kervella, Alain et Michel, deux quinquagénaires aux mains rugueuses, préparèrent les lignes avec la précision de gestes répétés des milliers de fois. « On va tenter notre chance près des roches de Penmarch », décida Yves en modifiant légèrement le cap. « Si le poisson n'est pas au rendez-vous d'ici midi, on lève l'ancre. » Le Marie-Jeanne était un chalutier de 22 mètres, héritage de 3 générations de marins-pêcheurs. Yves en avait hérité à la mort de son père il y a 15 ans, et malgré les difficultés économiques du secteur, il s'était juré de maintenir l'entreprise familiale à flot. Les coques bleues et blanches du navire portèrent des cicatrices de milliers de sorties, mais le moteur ronronnait toujours fidèlement, et la coque tenait bon contre les assauts répétés de l'océan. Vers 10 heures, alors que les filets remontaient à une pêche décevante de quelques merlus et sardines, le vent commença à forcer. Les vagues grossissaient progressivement, transformant la houle paisible du matin en une mer de plus en plus agitée. Yves scrutait l'horizon avec ses jumelles, surveillant l'évolution des conditions météorologiques, quand Pierrick l'interpella depuis le pont arrière. « Capitaine, regardez là-bas, à tribord, il y a quelque chose qui dérive. » Yves braqua ses jumelles dans la direction indiquée. À environ 200 mètres, il distingua une forme sombre qui montait et descendait au rythme des vagues. Au début, il crut à un débris flottant, peut-être un conteneur tombé d'un cargo, mais en affinant sa vision, il réalisa qu'il s'agissait de quelque chose de plus troublant, une structure de fortune, faite de planches attachées ensemble, sur laquelle semblait reposer une forme humaine. « Bon sang », murmura-t-il en abaissant ses jumelles. « Jean-Baptiste, prépare la gaffe et les cordages. Alain, Michel, aidez-le. Pierrick, manœuvre pour qu'on s'approche de ce radeau. » L'équipage se mobilisa immédiatement. Malgré les conditions de mer qui se dégradaient, Yves dirigea habilement le chalutier vers l'épave de fortune. Plus il s'approchait, plus la réalité de la situation devenait évidente. Il s'agissait bien d'une personne, apparemment inconsciente, allongée sur un assemblage précaire de planches et de bidons de plastique attachés par des cordes effilochées. « C'est une femme », constata Jean-Baptiste penché par-dessus le bastingage. « Elle respire encore, je crois. » Le cœur d'Yves s'accéléra. En 30 années de navigation, il avait déjà secouru des naufragés, mais jamais dans des circonstances aussi étranges. Cette femme semblait avoir dérivé depuis des jours, peut-être des semaines. Ses vêtements, bien qu'imbibés d'eau de mer, paraissaient étonnamment préservés. Ses cheveux bruns, emmêlés par le sel et le vent, cachaient partiellement son visage, mais il pouvait distinguer qu'elle était relativement jeune, probablement dans la quarantaine. « Attention les gars, on va la hisser à bord », ordonna Yves en se positionnant lui-même près du bastingage. Doucement, elle a l'air dans un sale état. L'opération de sauvetage prit plusieurs minutes délicates. Les vagues rendaient l'approche difficile, et le radeau de fortune menaçait de se disloquer à chaque choc contre la coque du chalutier. Finalement, grâce à l'expérience combinée de l'équipage, ils parvinrent à hisser la femme inconsciente à bord, l'installant immédiatement sur une couchette dans le carré. Yves s'agenouilla près d'elle, vérifiant son pouls et sa respiration. Elle était vivante, mais son état préoccupait. Sa peau était pâle et froide, ses lèvres légèrement bleutées par l'hypothermie. Pourtant, quelque chose dans son apparence le troublait profondément. Malgré son état de naufragé, elle ne présentait pas les signes d'exposition prolongée qu'il aurait attendu. Pas de brûlure solaire sévère, pas de déshydratation extrême, pas d'amaigrissement dramatique. « Capitaine », chuchota Pierrick en s'approchant, « vous ne trouvez pas ça bizarre? Elle a l'air d'avoir dérivé depuis longtemps, mais en même temps, elle n'a pas l'air d'avoir vraiment souffert, » compléta Yves, partageant les mêmes interrogations. « Aide-moi à la couvrir, il faut la réchauffer. »
Ils l'enveloppèrent dans plusieurs couvertures de laine, et Yves entreprit de lui donner quelques gouttes d'eau tiède. Au bout de quelques minutes, les paupières de la femme frémirent, puis s'ouvrirent lentement, révélant des yeux d'un bleu profond, emplis d'une terreur qui glaça Yves jusqu'aux os. « Non, non, pas encore », murmura-t-elle d'une voix rauque, tentant de se redresser avec panique. « L'île, je dois retourner à l'île. »« Madame, calmez-vous », dit Yves d'une voix douce mais ferme. « Vous êtes en sécurité maintenant. Je suis le capitaine Moreau. Nous vous avons trouvé sur un radeau. Quel est votre nom ?» La femme le fixa intensément, ses yeux passant de la panique à une méfiance profonde, puis à quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. Elle semblait lutter contre ses propres souvenirs, cherchant ses mots. « Claire », articula-t-elle finalement, « je m'appelle Claire Dubois. Mais vous ne pouvez pas me ramener là-bas. Pas maintenant. Ils vont me chercher. Ils savent que je suis parti. » Yves échangea un regard troublé avec Pierrick. Le nom de Claire Dubois lui disait quelque chose, mais il n'arrivait pas à situer d'où. Pendant ce temps, la tempête qui se préparait commençait à secouer sérieusement le chalutier, et il devait prendre une décision rapidement. « Madame Dubois, nous devons rejoindre le port. Cette tempête va nous donner du fil à retordre. Une fois à Concarneau, nous préviendrons les autorités et... » « Non !» l'interrompit Claire avec une véhémence surprenante pour quelqu'un dans son état. « S'il vous plaît, capitaine, accordez-moi quelques heures. Juste quelques heures pour reprendre mes esprits. Vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. Personne ne pourrait comprendre. » Les yeux de Claire se remplirent de larmes, et Yves sentit son cœur se serrer. Cette détresse lui rappelait douloureusement celle de sa femme dans ses derniers moments, 8 ans plus tôt. Malgré toutes les règles et procédures qu'il était censé suivre, quelque chose dans le regard de cette femme le poussait à lui faire confiance. « D'accord », dit-il finalement, ignorant le regard surpris de Pierrick. « Quelques heures, mais une fois la tempête passée, il faudra que vous me disiez la vérité sur ce qui vous est arrivé. » Claire hocha la tête, un soulagement évident se peignant sur son visage. Dehors, la tempête grondait maintenant avec violence, transformant la mer en un chaos d'écume blanche et de vagues déferlantes. Yves regagna la timonerie pour mettre le cap sur Concarneau, l'esprit envahi de questions troublantes. Qui était vraiment cette Claire Dubois? Et pourquoi son nom lui semblait-il si familier? Quelle île mentionnait-elle dans son délire? Et surtout, comment une femme pouvait-elle survivre seule en mer assez longtemps pour être dans cet état, tout en conservant une apparence relativement préservée? Alors que le Marie-Jeanne fendait péniblement les vagues de plus en plus hautes, Yves ne pouvait se défaire du sentiment qu'il venait de recueillir bien plus qu'une simple naufragée. Dans le carré, Claire Dubois restait silencieuse, les yeux fixés sur le hublot, comme si elle guettait l'apparition de quelque chose à l'horizon, quelque chose qu'elle semblait à la fois espérer et redouter profondément. La tempête frappa le Marie-Jeanne avec une violence inouïe vers 14 heures. Yves luttait contre la barre, ses muscles tendus par l'effort de maintenir le cap vers Concarneau. Les vagues de 6 mètres déferlaient sur le pont avant, transformant le chalutier en un jouet ballotté par les éléments déchaînés. Dans le carré, Claire s'agrippait au rebord de sa couchette, le visage livide mais étrangement concentré, comme si cette tempête réveillait en elle des souvenirs enfouis. « Capitaine !» cria Pierrick par-dessus le rugissement du vent. « Les pompes de cale ont du mal à suivre. Jean-Baptiste et moi, on va descendre vérifier les joints de la coque. » Yves hocha la tête, sans quitter des yeux l'horizon chaotique. 30 années d'expérience lui avaient appris à lire la mer, mais cette tempête avait quelque chose de particulier, une intensité qui lui rappelait douloureusement celle du 15 octobre 2014. Cette date était gravée dans sa mémoire comme dans celle de tous les marins de la région, le jour où le ferry Belle-Île avait sombré avec 92 passagers à bord, ne laissant que 68 survivants. Soudain, une révélation le frappa comme un coup de poing à l'estomac. Claire Dubois. Ce nom, il fouilla frénétiquement dans sa mémoire, revoyant les unes des journaux, les listes de victimes affichées dans tous les ports de Bretagne Sud. Claire Dubois, 38 ans, institutrice à Quimper, embarquée à bord du Belle-Île pour rejoindre sa sœur Marie-Hélène Dubois-Kervran à Belle-Île-en-Mer. Portée disparue, présumée noyée. Son corps n'avait jamais été retrouvé. « Mon Dieu !» murmura-t-il, ses mains tremblant sur la roue du gouvernail. « C'est impossible. » Il activa le pilote automatique et dévala l'escalier menant au carré, laissant Pierrick surveiller la navigation. Claire était assise au bord de sa couchette, fixant ses mains avec une intensité troublante. Quand elle leva les yeux vers lui, Yves y eut une résignation profonde, comme si elle avait deviné qu'il avait découvert la vérité. « Vous savez qui je suis ?»
dit-elle simplement. Vous vous souvenez du naufrage. Le ferry Belle-Île, 15 octobre 2014, articula Yves, sa voix à peine audible par-dessus la tempête. Vous étiez portée disparue. Tout le monde pensait que vous étiez morte. Comment? Comment est-ce possible? Claire ferma les yeux et quand elle les rouvrit, Yves y vit une douleur si profonde qu'elle lui serra le cœur. La tempête faisait rage autour d'eux, mais dans ce carré exigu, le temps semblait suspendu. « Je ne suis jamais montée à bord de ce ferry », murmura-t-elle. Enfin, pas comme les autres passagers. 3 jours avant le départ, j'ai reçu un appel de ma sœur Marie-Hélène. Elle était terrifiée. Elle avait découvert quelque chose au sujet de son mari, Georges Kervran, quelque chose d'horrible. Des documents cachés dans leur maison, des comptes bancaires secrets, des liens avec des trafiquants. Yves s'assit en face d'elle, captivé malgré l'urgence de la situation. Dehors, le chalutier gémissait sous les assauts répétés des vagues, mais il ne pouvait détacher son attention de ce récit invraisemblable. Georges Kervran travaillait pour la compagnie maritime, continua Claire. Il était responsable de la maintenance des ferries. Marie-Hélène avait trouvé des preuves qu'il falsifiait les rapports de sécurité, qu'il fermait les yeux sur des défaillances majeures en échange de pots de vin. Le Belle-Île n'aurait jamais dû prendre la mer ce jour-là. Mais vous étiez sur la liste des passagers, objecta Yves. Les enquêteurs. Georges m'avait réservé une place, oui. Mais la veille du départ, Marie-Hélène m'a supplié de ne pas venir. Elle avait peur pour ma sécurité. Elle pensait que son mari se doutait de quelque chose. Alors j'ai annulé mon voyage au dernier moment, mais Marie-Hélène, elle, était déjà à bord avec ses 2 enfants. Elle ne pouvait plus reculer. La voix de Claire se brisa. Les larmes coulaient librement sur ses joues, mélange de chagrin et de culpabilité qui rongeait visiblement cette femme depuis 10 ans. Le ferry a coulé à cause d'une voie d'eau dans la coque, une fissure que Georges connaissait mais qu'il avait dissimulée dans ses rapports. Ma sœur et ses enfants figurent parmi les victimes. 24 morts à cause de la cupidité de cet homme. Et moi, j'aurais dû être avec eux. Yves sentit sa gorge se serrer. Il se souvenait parfaitement de cette tragédie, de l'émotion qui avait saisi toute la Bretagne. Les familles endeuillées, les questions sur la sécurité maritime, les enquêtes qui s'étaient enlisées faute de preuves suffisantes. Mais alors, où étiez-vous pendant toutes ces années? Comment avez-vous survécu? Claire essuya ses larmes et regarda par le hublot où les vagues continuaient leur danse furieuse. Après le naufrage, j'ai eu peur. Georges Kervran était un homme puissant, avec des relations partout. Quand j'ai voulu témoigner de ce que Marie-Hélène m'avait confié, j'ai reçu des menaces. Ma voiture a été vandalisée, ma maison cambriolée. Un soir, 2 hommes m'ont suivi jusqu'à chez moi. J'ai compris que si je restais, je finirais comme ma sœur. Alors vous avez fui? J'ai simulé ma propre disparition. J'ai laissé ma voiture près des falaises de la Pointe du Raz, avec un mot d'adieu. Tout le monde a cru à un suicide par désespoir. C'était plus simple pour eux de penser que la sœur de la victime n'avait pas supporté le chagrin. Yves était abasourdi. Cette histoire dépassait tout ce qu'il aurait pu imaginer. Pourtant, quelque chose dans le regard de Claire, dans sa façon de raconter ces événements, lui disait qu'elle ne mentait pas. « Où êtes-vous allé? Comment avez-vous vécu ?» Au début, j'ai trouvé refuge chez une ancienne collègue institutrice, Brigitte Morvan, qui vit recluse sur une petite île privée au large de Groix. Elle avait hérité de cette propriété de sa famille, et n'y venait que l'été. Quand je lui ai expliqué ma situation, elle a accepté de m'héberger temporairement. Temporairement, 10 ans ont passé. L'île dont vous parliez tout à l'heure? Claire hocha la tête. L'île de Kerregan. Officiellement, elle n'existe pas sur les cartes récentes. Trop petite, inhabitée la plupart du temps. Brigitte et moi, nous y avons vécu en autarcie. Elle cultivait un potager, j'ai appris à pêcher, nous avions quelques poules, une chèvre, une vie simple, loin de tout. Brigitte était malade, un cancer qui évoluait lentement. Je me suis occupé d'elle jusqu'à la fin. Quand est-elle morte? Il y a 6 mois. Depuis, j'étais seul sur l'île. Je savais que tôt ou tard je devrais revenir sur le continent, mais j'avais peur. Peur de Georges Kervran et de ses complices. Peur aussi de devoir affronter la vérité sur la mort de ma famille. Yves commençait à comprendre l'état dans lequel il l'avait trouvé. 10 années d'isolement, la perte de sa compagne de solitude, la peur du retour. Qu'est-ce qui vous a décidé à partir? Hier matin, j'ai vu un bateau s'approcher de l'île. Pas un bateau de pêche ordinaire, plutôt une vedette rapide avec plusieurs hommes à bord. Ils ont fait le tour de l'île, comme s'ils la reconnaissaient. J'ai eu la certitude qu'ils me cherchaient. Alors j'ai pris le radeau de secours que Brigitte et moi avions préparé des années plus tôt, et je me suis enfui en pleine nuit.
Vous pensez que George Kervran vous a retrouvé après tout ce temps? Ou ses associés? George est mort il y a 3 ans d'une crise cardiaque, mais son réseau existe toujours. Et maintenant, avec sa disparition, ils doivent redouter que des témoins ressurgissent. La tempête commençait à faiblir, et Yves entendait Pierrick l'appeler depuis la timonerie. Mais il ne pouvait se résoudre à abandonner Claire dans cet état. Cette femme portait en elle le secret d'une tragédie qui avait marqué la région, la vérité sur la mort de 24 innocents. « Claire, dit-il en posant doucement sa main sur son épaule, vous ne pouvez pas continuer à fuir. Ces familles en méritent de connaître la vérité sur ce qui s'est passé. Ma propre belle-sœur était sur ce ferry avec son fils. Ils s'en sont sortis, mais d'autres n'ont pas eu cette chance. Je sais, murmura-t-elle, mais j'ai peur, capitaine. 10 ans à me cacher, à survivre dans l'ombre. Je ne sais même pas si j'existe encore officiellement. Et si ces hommes me retrouvent? Ils ne vous retrouveront pas, dit Yves avec une détermination qui le surprit lui-même. Pas tant que vous serez sous ma protection, mais il va falloir être courageuse. Pour votre sœur, pour ses enfants, pour toutes les victimes. Claire leva vers lui des yeux remplis d'une reconnaissance infinie. Pour la première fois depuis 10 ans, elle n'était plus seule face à ses démons. « Capitaine !» cria Pierrick depuis le pont. La tempête faiblit. On peut reprendre la route vers Concarneau. Yves se leva, mais avant de rejoindre la timonerie, il se tourna vers Claire. « Nous allons d'abord passer chez moi. J'habite une petite maison isolée sur les hauteurs de la ville. Vous pourrez vous reposer, reprendre des forces. Demain, nous déciderons ensemble de la marche à suivre. Pourquoi faites-vous cela pour moi ?» Yves hésita, puis sourit tristement. « Parce que parfois, sauver quelqu'un d'autre nous aide à nous sauver nous-mêmes. » Le port de Concarneau se dessinait dans la brume du soir, quand le Marie-Jeanne franchit les passes. Yves manœuvrait avec précaution, évitant les chalutiers qui rentraient, eux aussi, se mettre à l'abri après la tempête. Les quais étaient étrangement animés pour un mercredi soir, avec plusieurs véhicules de gendarmerie stationnés près de la capitainerie. Claire, qui s'était assoupie pendant les dernières heures de navigation, se réveilla en sursaut en entendant les sirènes au loin. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, la panique perçant dans sa voix en apercevant les uniformes sur le quai. « Je ne sais pas, » répondit Yves en scrutant les environs. « Mais ce n'est sûrement pas lié à vous. Restez dans le carré pendant que j'amarre le bateau. » Pierrick et l'équipage procédaient aux manœuvres d'accostage quand le lieutenant de gendarmerie Gwen Le Goff monta à bord. Yves le connaissait depuis des années. Leurs enfants avaient été dans la même classe à l'école primaire avant que la fille de Gwen ne parte étudier à Rennes. « Bonsoir Yves », salua le gendarme. « Sale temps aujourd'hui. Vous avez eu des problèmes en mer. Rien de particulier, Gwen. Pourquoi cette agitation au port ?» Le lieutenant ajusta sa casquette, l'air préoccupé. « Nous recherchons une embarcation qui aurait été signalée en détresse hier soir au large de Groix. Les gardes-côtes ont retrouvé des débris ce matin, mais pas de survivants. Tu n'aurais rien vu d'inhabituel lors de ta sortie ?» Yves sentit son estomac se nouer. Il croisa brièvement le regard de Pierrick, qui fronçait les sourcils, visiblement troublé par le mensonge implicite de son capitaine. « Non, désolé. Avec cette tempête, on n'a pas vu grand-chose au-delà de nos propres filets. D'accord. Si jamais tu te souviens de quelque chose ou si tu entends parler de quoi que ce soit d'étrange, fais-moi signe. Nous avons aussi eu un signalement d'activité suspecte sur une des petites îles au large. Des témoins ont vu de la fumée inhabituelle hier matin. » Le cœur d'Yves manqua un battement. L'île de Kerrigan. Quelqu'un avait-il incendié le refuge de Claire après sa fuite? « Je vais rester attentif, » promit-il. « Tu veux boire un café? La thermos est encore chaude. »« Merci, mais je dois finir ma tournée. » « Bon retour, Yves. » Dès que le gendarme eut quitté le bateau, Pierrick s'approcha de son capitaine, l'air soucieux. « Capitaine, cette femme que nous avons secourue, elle n'était pas sur un simple radeau de fortune, n'est-ce pas? Et ces débris dont parle Le Goff ?» Yves posa une main ferme sur l'épaule de son second. « Pierrick, je te demande de me faire confiance. Cette femme a besoin d'aide, et nous sommes peut-être les seuls à pouvoir la lui apporter. Peux-tu dire aux autres que nous l'avons débarquée discrètement? Qu'elle était juste une touriste égarée qui nous a demandé de ne pas alerter les autorités pour éviter l'embarras? » Pierrick hésita un long moment, puis hocha la tête. « D'accord, mais j'espère que vous savez ce que vous faites, capitaine. Les gars vous font confiance, mais si cette histoire tourne mal, je prends toute la responsabilité, » assura Yves. « Rentre chez toi, embrasse ta femme et tes enfants. Demain, nous reprendrons la mer comme si de rien n'était. » 1 heure plus tard, Yves conduisait sa vieille Citroën sur la route sinueuse qui menait à sa maison. Claire était assise à côté de lui, emmitouflée dans un ciré de marin qui dissimulait son identité.
Elle regardait défiler le paysage breton avec une émotion palpable, redécouvrant après 10 ans d'absence les landes de bruyère, les murets de pierres sèches et les toits d'ardoise de son enfance. « Rien n'a changé », murmura-t-elle en apercevant le clocher de l'église de Tregunk, comme si le temps s'était arrêté. « Pour vous, il s'est arrêté pendant 10 ans, répondit Yves. Mais la vie a continué. Des gens sont nés, d'autres sont morts. Des familles ont guéri de leurs blessures, d'autres continuent de souffrir en silence. La maison d'Yves se dressait à l'écart du village. Une longère en pierre du XVIIIe siècle qu'il avait restaurée avec sa femme Anaïg dans les années 90. Le jardin, autrefois soigneusement entretenu, montrait les signes de l'abandon progressif depuis la mort d'Anaïg. Les rosiers grimpaient anarchiquement sur la façade et les herbes folles avaient envahi les allées de gravier. « Excusez le désordre », s'excusa Yves en ouvrant la porte d'entrée. « Depuis que ma femme n'est plus là, j'ai du mal à maintenir cette maison comme elle le mérite. » Claire pénétra dans le vestibule et fut immédiatement frappée par l'atmosphère chaleureuse qui régnait dans cette demeure. Malgré la poussière et le désordre apparent, on sentait que cette maison avait été habitée par l'amour. Les meubles en chêne massif, les rideaux en lin brodé, les photographies familiales accrochées au mur témoignaient d'une vie riche et harmonieuse. Elle était belle, dit Claire en s'arrêtant devant une photo d'Anaïg, souriant dans son jardin, un sécateur à la main. Vous avez dû être très heureux ensemble. 26 ans, murmura Yves. Pas assez long mais suffisant pour comprendre ce que le bonheur peut avoir de précieux. Il guida Claire vers la cuisine, une pièce spacieuse dominée par une cheminée en pierre et une table de ferme massive. Sur le rebord de la fenêtre, quelques plantes maintenues en vie tant bien que mal témoignaient des efforts d'Yves pour préserver un semblant de l'œuvre de sa femme. « Asseyez-vous », dit-il en désignant une chaise près de la cheminée. « Je vais préparer à dîner et allumer un feu. Vous devez avoir faim. » Pendant qu'Yves s'affairait, Claire explora discrètement la cuisine du regard. Tout ici parlait d'une vie de couple épanouie, les 2 tasses dépareillées près de l'évier, les recettes manuscrites punaisées au mur, les photos d'enfants, neveux et nièces probablement, aimantées sur le réfrigérateur. Cette normalité domestique lui parut soudain extraordinairement précieuse, après 10 années d'existence précaire. « Capitaine, dit-elle soudain, pourquoi m'aidez-vous? Vous ne me connaissez pas. Vous risquez d'avoir des ennuis si les autorités découvrent que vous me cachez. » Yves s'interrompit dans sa préparation de soupe et se tourna vers elle. « Vous voulez la vérité? Depuis la mort d'Anaïg, j'ai l'impression de naviguer sans cap. Je me lève, je vais en mer, je rentre, je mange, je dors. Une routine qui m'empêche de sombrer, mais qui ne ressemble plus vraiment à une vie. Aujourd'hui, en vous secourant, j'ai eu le sentiment de retrouver un sens à mon existence. Vous me sauvez pour vous sauver, répéta Claire en se souvenant de ses paroles sur le bateau. Quelque chose comme ça. Et puis cette histoire de corruption autour du naufrage du Belle-Île, si c'est vrai, si des familles ont perdu leurs proches à cause de la cupidité de quelques hommes, alors ces familles méritent de connaître la vérité. Ils dînèrent en silence, chacun perdu dans ses pensées. Dehors, la nuit était tombée et le vent soufflait encore fort, faisant gémir les volets mal fixés. Claire sursautait à chaque bruit inhabituel, ses nerfs tendus par 10 années de vie cachée et la peur d'être découverte. « Claire, dit finalement Yves en reposant sa cuillère, si nous voulons révéler la vérité sur ce naufrage, il va falloir constituer un dossier solide. Vous parlez de documents que votre sœur avait trouvés, de preuves de corruption. Ces documents existent-ils encore? Marie-Hélène m'avait dit qu'elle avait tout photocopié et caché les copies dans un endroit sûr avant de partir pour Belle-Île. Mais je ne sais pas où. Nous n'avons pas eu le temps d'en parler avant sa mort. Et la maison de votre sœur? Elle a été vendue après le drame? Non, elle appartient maintenant à son ex-mari. Ils étaient séparés depuis 2 ans quand elle est morte. Mais légalement, Georges Kervran était encore son époux. Il a hérité de tout. Yves fronça les sourcils. Attendez, Georges Kervran était votre beau-frère? L'homme qui a causé le naufrage était marié à votre sœur? Claire hocha la tête, les larmes montant à ses yeux. Marie-Hélène avait découvert les activités de son mari par hasard. Elle fouillait dans ses affaires pour préparer leur divorce quand elle est tombée sur ses trafics. Georges l'a sûrement tuée pour la faire taire, ainsi que ses propres enfants pour faire croire à un accident. « Mon Dieu !» murmura Yves. « Cet homme a sacrifié sa propre famille pour couvrir ses crimes. C'est pourquoi j'ai eu si peur de témoigner à l'époque. Un homme capable de tuer sa femme et ses enfants n'hésiterait pas à éliminer sa belle-sœur gênante. » Yves se leva et commença à faire les 100 pas dans la cuisine. « Il faut retrouver ces documents.
C'est notre seule chance de prouver ce qui s'est vraiment passé. Vous avez une idée d'où votre sœur aurait pu les cacher? Elle avait parlé d'un endroit sûr. Attendez. Claire ferma les yeux, se concentrant sur ses souvenirs. Dans notre enfance, nous avions une cachette secrète dans la maison de nos grands-parents à Pont-Aven. Un double fond dans le secrétaire du salon. Marie-Hélène et moi, nous y cachions nos journaux intimes et nos petits trésors. Cette maison existe toujours? Elle a été vendue après la mort de nos grands-parents, mais elle n'a jamais été rénovée. Si les nouveaux propriétaires n'ont pas découvert la cachette, il faut y aller, décida Yves. Demain, nous irons à Pont-Aven. C'est trop dangereux. Si les hommes qui me cherchent surveillent cette maison, nous serons prudents. Mais Claire, vous ne pouvez pas continuer à fuir toute votre vie. Un jour ou l'autre, il faudra affronter la vérité et rendre justice à votre sœur. Claire regarda longuement le feu qui crépitait dans la cheminée, puis se tourna vers Yves avec une détermination nouvelle dans le regard. D'accord. Demain, nous irons chercher les preuves. Et quoi qu'il arrive, nous irons jusqu'au bout. Dehors, sans qu'il le sache, une voiture sombre était garée à distance de la maison, et 2 hommes surveillaient les fenêtres éclairées, patientant dans l'ombre de la nuit bretonne. L'aube pointait à peine quand Yves et Claire quittèrent discrètement la maison par la porte de derrière. La voiture sombre était toujours là, ses occupants probablement endormis après une nuit de surveillance. Yves avait emprunté la camionnette de son voisin pêcheur, un véhicule anonyme qui ne réveillerait pas les soupçons. Le trajet vers Pont-Aven se déroula dans un silence tendu. Claire, vêtue d'un imperméable à capuche et de lunettes de soleil malgré le temps couvert, scrutait chaque voiture croisée avec nervosité. Yves conduisait prudemment, empruntant des routes secondaires qu'il connaissait depuis l'enfance. « C'est là », murmura Claire en désignant une maison en pierre typiquement bretonne, située dans une ruelle tranquille du centre historique. « Mes grands-parents ont vécu ici pendant 40 ans. La demeure semblait abandonnée depuis des années. Les volets verts délavés pendèrent de travers, et les mauvaises herbes envahissaient le petit jardin. Un panneau à vendre, rouillé, témoignait d'une mise sur le marché qui n'avait visiblement pas abouti. « Les propriétaires actuels vivent à Paris », expliqua Claire. « Ils n'ont acheté cette maison que comme résidence secondaire, mais ils ne viennent jamais. » Yves examina les alentours. La ruelle était déserte, les maisons voisines silencieuses en cette heure matinale. « Comment allons-nous entrer ?» Claire sourit tristement. Grand-père cachait toujours une clé sous le 3e pot de fleurs à gauche de l'entrée, une habitude de campagnard qui faisait sourire grand-mère. Effectivement, sous un pot de géranium mort depuis longtemps, la vieille clé rouillée les attendait. Ils pénétrèrent dans la maison plongée dans la pénombre, leurs pas résonnant sur le carrelage d'époque. L'odeur de renfermé et de souvenirs flottait dans l'air. Le salon n'avait visiblement pas été touché depuis des années. Les meubles anciens étaient recouverts de draps blancs, comme des fantômes du passé. Claire se dirigea directement vers le secrétaire en noyer, une pièce élégante du 19e siècle qui trônait près de la fenêtre. « Aidez-moi à le déplacer », demanda-t-elle à Yves. Ensemble, ils tirèrent le meuble lourd de quelques centimètres, révélant le mur derrière. Claire passa ses doigts le long de la plinthe jusqu'à trouver ce qu'elle cherchait. Une petite encoche presque invisible. « Voilà », murmura-t-elle en appuyant dessus. Un panneau de bois coulissa silencieusement, révélant une cavité d'une 20aine de centimètres de profondeur. À l'intérieur, une enveloppe plastifiée attendait, intacte, après toutes ces années. « Mon Dieu !» souffla Claire. Elle l'a vraiment fait. Avec des mains tremblantes, elle sortit l'enveloppe et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une 20aine de photocopies de documents. Rapports techniques falsifiés, relevés de comptes bancaires suspects, échanges de courriels compromettants, et surtout, une confession manuscrite de Marie-Hélène détaillant tout ce qu'elle avait découvert sur les activités criminelles de son mari. « C'est incroyable », murmura Yves en parcourant les documents. « Votre sœur avait constitué un dossier complet. Regardez ces rapports d'inspection du Belle-Île. Les vraies conclusions parlent de fissures importantes dans la coque, recommandent une immobilisation immédiate du navire. Et voici les mêmes rapports, mais falsifiés, qui donnent un avis favorable à la navigation. » Claire lisait la lettre de sa sœur, les larmes coulant librement sur ses joues. « Écoutez ça, ma chère Claire. Si tu lis cette lettre, c'est que le pire est arrivé. Georges m'a menacé hier soir quand il a découvert que je fouillais dans ses affaires. Il m'a dit que si je parlais, nous disparaîtrions tous, les enfants et moi. Je n'ai plus le choix. Je dois partir avec eux demain matin sur le ferry. Mais je sais maintenant que c'est un piège. Si nous mourons, ce ne sera pas un accident. Tout est dans ces documents. Fais-en bon usage pour que justice soit rendue à toutes les victimes. » Un bruit de moteur dans la rue les fit sursauter.
Yves jeta un coup d'œil par la fenêtre et son sang se figea. 2 hommes en costume sombre sortèrent d'une berline noire et se dirigeaient vers la maison. « Ils nous ont trouvés », chuchota-t-il. « Il faut partir, tout de suite. »« Par où ? Ils bloquent l'entrée principale ?» Yves réfléchit rapidement. Il se souvenait de la configuration de ces vieilles maisons bretonnes. La cave. Il doit y avoir un soupirail qui donne sur l'arrière. Ils descendirent précipitamment l'escalier de pierre qui menait au sous-sol. Claire serrait contre elle l'enveloppe de documents pendant qu'Yves cherchait une issue. Effectivement, un petit soupirail s'ouvrait au niveau du jardin arrière. Ils entendirent la porte d'entrée se fracturer à l'étage. Au moment où Yves forçait le soupirail rouillé, ils se faufilèrent dehors juste à temps, rampant à travers les buissons du jardin voisin pour rejoindre leur camionnette garée 2 rues plus loin. « Où allons-nous maintenant » halta Claire une fois qu'ils eurent démarré. « Chez le lieutenant Le Goff. Il faut remettre ces documents à la justice avant qu'il ne nous rattrape. » Ils roulèrent à tombeau ouvert vers la gendarmerie de Concarneau, Claire serrant toujours l'enveloppe comme un trésor. Mais à leur arrivée, ils découvrirent que Le Goff était en mission à l'extérieur. « Nous pouvons confier ces documents au brigadier-chef », proposa le gendarme de service. « Non », trancha Yves. « Ces preuves sont trop importantes. Il nous faut quelqu'un en qui nous puissions avoir totalement confiance. » C'est alors que Claire eut une idée. La journaliste, Emmanuelle Kerguelen, du Télégramme. Elle avait beaucoup enquêté sur le naufrage du Belle-Île à l'époque. Si nous lui donnons le dossier, elle pourra le publier et le rendre public avant que quiconque puisse l'étouffer, compléta Yves. Ils contactèrent la journaliste qui accepta de les rencontrer immédiatement dans les bureaux du journal. Emmanuelle Kerguelen, la cinquantaine énergique, les cheveux poivre et sel tirés en chignon strict, étudia les documents avec l'œil exercé d'une professionnelle de l'investigation. « C'est énorme », murmura-t-elle. « Avec ça, nous pouvons rouvrir l'enquête, faire condamner les complices encore vivants, et surtout, rendre justice aux familles des victimes. Vous pourrez publier tout ça dès demain matin, en une du journal et simultanément sur notre site web. » Une fois que ce sera public, personne ne pourra plus vous faire de mal, Madame Dubois. Votre témoignage sera protégé. 3 mois plus tard, Claire Dubois, officiellement ressuscitée après 10 ans de mort civile, témoignait devant la cour d'assises de Quimper. Le procès du réseau de corruption qui avait causé la mort de 24 personnes passionnait toute la Bretagne. 5 hommes furent condamnés à de lourdes peines de prison, et les familles des victimes obtinrent enfin la vérité qu'elles attendaient depuis si longtemps. Yves assistait à chaque audience, soutenant Claire dans cette épreuve finale. Leur complicité née en mer s'était muée en un amour profond et patient, fait de respect mutuel et de blessures partagées qui guérissaient lentement. Un soir de mai, alors qu'ils se promenaient sur le port de Concarneau après la clôture du procès, Claire prit la main d'Yves. « Merci », dit-elle simplement, « pour tout, pour m'avoir sauvé, pour m'avoir cru, pour m'avoir donné le courage d'aller jusqu'au bout. »« C'est vous qui m'avez sauvé », répondit Yves en serrant ses doigts dans les siens. « Vous m'avez redonné une raison de me lever le matin, un sens à ma vie. » Ils regardèrent le soleil se coucher sur l'océan, cet océan qui les avait réunis dans la tempête et qui maintenant reflétait paisiblement leurs espoirs d'avenir. Claire avait retrouvé sa place dans le monde des vivants, et Yves avait redécouvert que l'amour pouvait naître 2 fois dans une vie. Au large, les bateaux rentraient au port dans la lumière dorée du couchant, et la vie continuait, apaisée par la justice enfin rendue.